Les jeudis de l'Iliade. Alors pourquoi le choix de ce livre? C'est une question qui reviendra tous les premiers jeudis de chaque mois, vous l'aurez compris. Parce qu'il y a de nombreux ouvrages de Jünger, évidemment, qui sont à lire. Donc certains ici exposés. Parmi les livres de jeunesse, on a bien sûr les écrits de guerre, avec Orage d'acier, le Bocteau 125, la guerre Notre-Mère. Je parle du Bocteau 125 parce qu'il y a une des citations les plus stimulantes et les plus actuelles qui s'y trouve, une citation de Jünger bien sûr. Donc un abîme nous sépare de ceux qui se battent pour un bien-être matériel. Voilà, ça renvoie y compris à des querelles strictement politiciennes du moment. Il y a bien une césure entre ceux qui se battent pour leur portefeuille et ceux qui se battent pour autre chose. Parmi les livres dits de maturité, il y a l'incontournable évidemment Traité du rebelle, le recours aux forêts, qui doit être réédité prochainement sous avec d'autres essais, mais en format poche. Donc il ne faudra vraiment pas rater cette réédition. Le Nœud gordien ou encore Eumesville. Eumesville essentiellement pour la figure de l'anarque, mais on y reviendra. Alors pourquoi Sur les falaises de marbre, devant tous ces excellents bouquins? D'abord parce qu'il est à la jointure de ces deux grandes périodes donc littéraires de Jünger, les écrits dits de jeunesse, essentiellement guerriers, voire militants, et les écrits de maturité qui accordent plus de hauteur de vue à la réflexion de l'auteur. Donc un ouvrage à la jointure est toujours un peu plus intéressant. Parce que c'est un texte court, oui, on pense au jeune lecteur, court, disponible en poche, ou quasi, et donc facilement accessible. À chaque fois, nous privilégierons les ouvrages qui sont accessibles à tout point de vue, parce que l'idée, c'est bien de toucher de nouveaux publics et de se réapproprier notre culture. Troisième raison, parce que c'est l'un de mes livres préférés de Jünger, voilà, c'est important de le dire. Et en plus, qu'il m'a été offert par ma future épouse il y a plus de 23 ans. Donc voilà, comme le temps passe, aura dit un autre auteur qui sera peut-être abordé un jeudi de l'Iliade. Surtout parce que c'est à l'évidence un chef-d'œuvre littéraire, dont tout le sens, il y a un écho vraiment actuel. J'ai parlé du Bocteau 125, mais là, Sur les falaises de marbre, totalement, puisque ce qu'il s'agit d'affronter, l'ouvrage, toute la thèse de l'ouvrage, c'est comment on affronte le risque de l'engloutissement d'une civilisation. Donc c'est en cela que Sur les falaises de marbre, de mon point de vue, est tout à fait actuel et doit être lu ou relu aujourd'hui. Alors conformément au format des jeudis de l'Iliade, il s'agira d'évoquer rapidement, mais quand même, à la fois l'auteur, l'œuvre, dans son contexte et surtout sa portée. Donc ce que je vais essayer de faire, sachant qu'ensuite, le principe de base des jeudis de l'Iliade, c'est que ce n'est pas un spécialiste, ou ce sera rarement un spécialiste d'un auteur ou d'un ouvrage qui interviendra, mais un amateur, parce que ce qu'il s'agit de faire aussi, c'est faire partager l'amour qu'on a eu, ou l'affection en tout cas, pour un ouvrage ou un auteur, parce que nous sommes dans une librairie, on est là pour ça. Voilà, les spécialistes font des colloques en Sorbonne, les amateurs de livres se réunissent dans de bonnes librairies. Sans plus tarder, donc Ernst Jünger, donc vous le savez tous, donc c'est l'écrivain allemand quand même le plus connu en France, qui a été admiré par trois personnages aussi différents que André Gide, François Mitterrand et Dominique Vénère. Alors Dominique Vénère, justement, je me suis appuyé donc pour cet exposé sur deux ouvrages que je considère comme essentiels pour comprendre la pensée et l'œuvre de Dominique Vénère. C'est bien sûr Ernst Jünger, Un autre destin européen, donc voilà, par Dominique Vénère, donc qui résume très bien dans la dédicace qu'il a bien voulu nous accorder. Qu'Ernst Jünger, avec la figure d'Ernst Jünger, se déploient les tragédies et les promesses de notre temps. Ça tombe bien, il est en vente à la Nouvelle Librairie. Deuxième ouvrage incontournable, évidemment, c'est par le spécialiste Julien Hervé, c'est Ernst Jünger dans Les Tempêtes du siècle. On y reviendra, je vous citerai quelques passages. Et actualité oblige, le livre arbitre, numéro spécial, donc Ernst Jünger, avec plein de textes originaux et qui renouvellent bien l'approche.
Donc, j'ai emprunté à Julien Hervé une petite présentation synthétique donc, pour savoir qui était Ernst Jünger. Alors, je cite donc Julien Hervé. On le voit d'abord comme un guerrier exceptionnel, d'un héroïsme terrifiant et presque fou, qui lui valut à 20 ans la plus haute décoration allemande, l'Ordre pour le Mérite, créé par Frédéric II et dont il fut le dernier titulaire. Mais s'il passa 15 ans sous les drapeaux, tout le reste de sa vie fut consacré à lire et à écrire, avec un souci de perfection stylistique, presque maniaque, flaubertien, qui lui fit proposer 8 versions différentes de son premier journal de guerre, ses œuvres en perpétuel travail n'étant fixées que par la mort dans un état définitif. Incarnation stéréotypée de l'aristocrate prussien pour ceux qui le détestent sans le connaître, il avait un grand-père ouvrier d'usine, un arrière-grand-père cordonnier, un autre aubergiste, et plus en amont, tous ses ancêtres étaient issus du monde paysan, de Westphalie et de Bavière. Ce fut la génération immédiatement précédente qui connut avec le couple de ses parents une ascension sociale brillante, à l'image de ce qui se produisait aussi en France à la même époque, lorsque les progrès de l'instruction publique permirent à beaucoup de gens d'origine modeste, mais intelligents et actifs, d'accéder à la classe bourgeoise. Voilà, tout est dit et surtout permet de briser quelques mythes sur la caricature de l'officier prussien. Jünger n'était pas ça, on va le voir, c'était un aristocrate, mais un aristocrate de l'esprit. Sur la cohérence de l'œuvre qui a été souvent discutée, on a souvent dit que le Jünger, ayant atteint la maturité, contredisant ou regrettant certains écrits de jeunesse. Là aussi, je vais me retrancher derrière un auteur, cette fois Dominique Wenner, donc qui a définitivement tranché la question dans le livre que je vous ai cité. Donc je vais le citer aussi. Récusant l'image compassionnelle tirée de certaines pages des journaux de guerre ou de la paix, Julien Hervier estime encore que pour Jünger, l'univers repose sur une dialectique de la vie et de la mort, où la création naît de la destruction. Dans une certaine mesure, il ne cessera de s'identifier à l'essence agonique du monde. L'écrivain n'était pas un doctrinaire. Donc là, c'est Dominique Wenner qui écrit. Sa pensée et son œuvre ne sont pas guidées par un souci de cohérence logique. À l'occasion d'une lettre à ses amis, il précisait sa propre interprétation de ces évolutions. Je dois avant tout prier mes lecteurs de considérer mon activité d'écrivain comme un ensemble où l'on peut distinguer des périodes, mais non des contradictions. Pour distinguer les deux grandes parts de son œuvre, celle des livres de jeunesse, inaugurés par Orage d'acier, et celle des livres dits de maturité, couvrent sur les falaises de marbre, Jünger a lui-même usé d'une métaphore biblique, parlant de son Ancien Testament, œuvre de jeunesse, et de son Nouveau Testament, œuvre de maturité. Je tiens à souligner, dit-il, là c'est Jünger qui parle, que je reste le garant de mon œuvre dans sa totalité, loin de prendre mes distances vis-à-vis de certaines de ses parties. Et dans la même lettre, il spécifiait encore « Seule leur conjugaison déploie la dimension au sein de laquelle je souhaite qu'on me comprenne. » Voilà, je pense qu'on a réglé aussi cette question qui revient de façon récurrente quand on aborde Ernst Jünger. Et cette fois, c'est Alain de Benoît, que je vais citer, qui emboîte le pas de ce que je viens de dire, et qui affirme aussi qu'il y a une cohérence, en tout cas que les différentes figures ou archétypes qu'a traité Dominique Wenner et qu'il a souvent incarné, en fait, s'emboîtent, s'enchâssent, mais ne s'excluent jamais l'une l'autre. La figure du soldat, bien sûr, je reviens sur ces grandes figures, avec son expérience intérieure de la Première Guerre mondiale, ses nombreux et fulgurants écrits de guerre, première figure. La figure du travailleur, qui, avec l'ouvrage éponyme, qui marque un peu l'acmé de l'engagement militant de Jünger au sein de la Révolution conservatrice. Et donc là, je cite Alain de Benoît au sujet de la figure du travailleur. Page 151. J'ai bien fait de le noter, parce que c'est après il faut... Je cite donc Alain de Benoît dans ce que penser veut dire. Donc il y a un chapitre entier, évidemment, sur Ernst Jünger. Soldats et travailleurs ont par ailleurs le même ennemi, le méprisable bourgeois libéral, ce dernier homme annoncé par Nietzsche, qui vénère l'ordre moral, l'utilité et le profit. Heidegger dira que la figure du travailleur correspond très précisément à celle de Zarathustra, à l'intérieur de la métaphysique de la volonté de puissance.
Son avènement manifeste la puissance en tant que volonté d'arraisonner le monde, en tant que mobilisation totale. Le travail se déploie à l'échelle planétaire au sens de la volonté de puissance. Dominique Vénère a bien montré en quoi le nationalisme prussien dont se réclame alors Jünger s'oppose fondamentalement au national-socialisme hitlérien, fondé sur le scientisme raciste et le social-darwinisme. Ernst Jünger avait pressenti que, à la façon du marxisme, l'hitlérisme était une perversion du rationalisme des Lumières, une sorte de folie de la raison. Quand il publie Le Travailleur, l'organe du parti nazi, le Völkischer Wächter, déclare d'ailleurs qu'avec ce livre, Jünger s'est approché de la zone des balles dans la nuque. Donc voilà, petit extrait de l'ouvrage, de l'analyse d'Alain de Benoît, donc pour souligner la cohérence non seulement de l'œuvre, mais aussi des figures qui habitent l'œuvre et les archétypes qu'il décrit ou qu'il aura incarné, une fois de plus, le soldat, le travailleur, et arrivent les deux dernières figures, bien sûr. Dès la Seconde Guerre mondiale, apparaît en fait une troisième figure, celle du rebelle, qui sera totalement abordée dans le traité du même nom, ou le recours aux forêts. Il y a un coureur des bois qui prône le recours aux forêts, donc. Jünger écrit à ce sujet, « Est rebelle quiconque est mis par la loi de sa nature en rapport avec la liberté, relation qu'il entraîne dans le temps à une révolte contre l'automatisme, comprendre la technique, et à un refus d'en admettre la conséquence éthique, le fatalisme. » Ça, c'est la description par Jünger du rebelle. Au cœur donc de la démarche, c'est bien le sentiment de liberté et le refus de la fatalité. La dernière figure de l'œuvre de Jünger, qui est la plus ambiguë sans doute, apparaît dans le roman Eumesville, que j'ai cité en introduction, publié en 1977, donc assez tardif. C'est bien sûr la figure de l'anarque. Donc je vais encore citer Alain de Benoît, si vous le permettez, à ce sujet. Hop. Le rebelle devait se réfugier dans la forêt parce qu'il était un homme sans pouvoir et que c'est seulement ainsi qu'il pouvait rester libre. L'anarque, lui aussi, est sans pouvoir, mais c'est précisément pour cette raison qu'il peut s'affirmer souverain. Alors que l'anarchiste veut faire disparaître le pouvoir, l'anarque se contente de rompre tout lien avec lui. Il ne cherche pas à s'en emparer, car il n'en a pas besoin pour devenir ce qu'il est. L'anarque est souverain par lui-même. Il s'adapte à toute chose parce que rien ne l'atteint. Ayant franchi le mur du temps, il est dans la position de l'étoile polaire, celle qui reste fixe, tandis que la voûte, étoilée, tourne tout entière autour d'elle. Voilà, c'est une des meilleures définitions de l'anarque et de la comparaison au rebelle que j'ai trouvé. Donc, encore Alain de Benoît, et je pense que cet excellent bouquin est évidemment en vente à la Nouvelle Librairie. En réalité, donc, on l'aura compris, Jünger n'aura jamais cessé d'être dans ses ouvrages et d'incarner ces différentes personnes, ces figures en même temps, comme on dit aujourd'hui. Dans Le Travailleur, d'ailleurs, on lisait déjà, je le cite, « Plus nous nous vouons au changement, plus nous devons être intimement persuadés que se cache derrière lui un être calme. » Pourtant, Le Travailleur, c'est vraiment l'ouvrage le plus militant et engageant, à l'engagement à l'action. Et de même, sur les falaises de marbre, on y arrive, apparaissent les prémices, bien sûr, du rebelle et de l'anarque, puisque le mouvement d'émigration intérieure qui caractérise si bien Jünger est entamé avec ce maître livre. Alors cet ouvrage, justement, sur les falaises de marbre, donc il est écrit et publié la même année, en 1939, au moment où Jünger est de nouveau aux armées, comme il dit. Donc sur les falaises de marbre a connu très vite un vif succès, et a été salué par Julien Gracq, notamment, comme un chef-d'œuvre. Et on estime que ce sont les falaises de marbre qui ont inspiré à Gracq le rivage des Syrtes, c'est-à-dire l'un comme l'autre des ouvrages qui sont en fait des réflexions sur l'avènement de la barbarie, c'est la brutalisation des mœurs, mais aussi la brutalisation des institutions dans des pays qui se croient naïvement et jusqu'au bout en paix. Alors de quoi s'agit-il ? Allégorique, le roman, ou plutôt le conte, parce que l'écriture est plus proche du conte que du roman au sens exact du terme, se déroule donc à une époque indéfinie, un temps intemporel, voilà, avec dans un état imaginaire, évidemment, la Marina, qui est menacée au nord de plus en plus violemment par un autre état, la Mauritanie, et sa figure tutélaire, qui est un conquérant, qui est le grand forestier. Grand forestier qui est une autre figure, cette fois négative, qui revient
et qui est très explicite pardon, chez Junger. Alors, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est la comparaison entre la douceur de vivre et la civilisation très raffinée, au risque d'être émolliente, qui règne à la marina, où l'auteur et son frère vivent un peu reclus dans un ermitage. Ils se consacrent à la botanique. C'est évidemment Ernst Junger et son frère qui sont explicitement les personnages en question. Donc, et à ce raffinement un peu émollient s'oppose une brutalité de plus en plus sanguinaire, qui est celle du grand forestier et de ses troupes, les Maurétaniens. Alors, je vais vite pour pas, enfin, vous aurez compris que c'est pas le trône de fer, donc c'est pas grave si on spoil, comme on dit chez les jeunes maintenant, puisque c'est un conte plus qu'un roman. Mais pour faire court, les deux frères, donc le narrateur et son frère, ils sont inséparables en permanence. Après avoir refusé donc de s'engager face à la menace représentée par le grand forestier, finissent par le faire. Sont battus, leur domaine, l'ermitage est pris d'assaut, tout est détruit, et ils finissent par se réfugier dans un autre pays qui est, si je ne m'abuse, il faut que je retrouve mes notes, à côté de la marina, c'est l'Altaplana. Bon, enfin, tout ça est imaginaire, sauf que l'Altaplana ressemble un petit peu au royaume de Borée, toute chose égale par ailleurs bien sûr, c'est-à-dire c'est le dernier refuge où vivent encore des traditions lorsque l'ensemble des autres pays, eux, ont été soumis à la dictature du grand forestier. Voilà la trame un petit peu romanesque de l'ouvrage. La conclusion qu'en tire l'auteur, c'est deux choses un petit peu qui peuvent être résumées en tout cas en deux phrases de l'ouvrage. La première, c'est il existe des armes plus fortes que celles qui transpercent et qui tuent. Et c'est bien un ancien combattant et son frère qui le dit. On va revenir là-dessus. Et surtout, un serment que se fait le narrateur, encore une fois, préférer à jamais la solitude et la mort avec les hommes libres au triomphe parmi les esclaves. Alors très vite, évidemment, l'ouvrage aura été interprété, vous voyez bien la transition, comme une critique implicite du national-socialisme. Ce qui est tout à fait exact, ce que ne reniera pas Junger, et une fois de plus, il faut resituer l'auteur et l'ouvrage dans leur contexte. Ernst Junger entame son émigration intérieure avec cet ouvrage, c'est-à-dire une résistance passive à l'égard du nouveau régime. Et les Maurétaniens, qui sont les troupes du grand forestier, sont décrits comme des polytechniciens subalternes de la puissance, et donc sont facilement identifiables aux partisans d'Adolf Hitler. On retrouve un petit peu le même type d'expression dans la bouche, sous la plume plutôt de Lampedusa, à propos des chemises noires de Mussolini. Donc c'est un petit peu la même réaction, un petit peu aristocratique, on va le dire, indépendamment du sang réel, mais disons la tenue à l'égard de ce qui apparaît comme en fait le règne des masses, et des masses contrôlées en plus de façon négative. Mais pour finir sur cet aspect, donc l'ouvrage critique du national-socialisme, soit, mais Junger précisera clairement dans un entretien en 1992, à vrai dire, je le cite, je songeais à un type de dictateur plus puissant encore, plus démoniaque. S'il allait bien à Hitler, l'histoire a montré qu'il pouvait aussi convenir à un personnage de plus grande envergure encore, Staline, et il pourra correspondre à bien d'autres hommes. D'ailleurs, quand on lit l'ouvrage, l'oubris dont fait preuve le grand forestier dans deux domaines, l'esprit de jouissance et une infinie cruauté, le rapproche plus d'un personnage en fait de type oriental, d'où la référence à Staline, le géorgien étant quand même très à l'orient de l'Europe, que d'un teutonique lambda. Ce qui transparaît cependant, là, pour le coup, c'est que Junger, là je cite Dominique Vénère, découvre avec effroi l'abîme séparant ses idées de leur travestissement par la pratique politique à l'ère des masses. C'est bien une critique quand même implicite de la politique,
Parce que ce que nous dit Junger, c'est que l'action, et en particulier l'action politique, donc, dont une fois de plus il émane, même nourrie des meilleures intentions, n'est pas simplement le plus souvent inutile, c'est qu'elle est stérile car elle reste à la surface des choses. Ernst Junger en est revenu, et il a été militant, et suggère de résister par la pure puissance de l'esprit, je le cite, c'est-à-dire à la fois la puissance de la culture et d'une forme non définie dans l'ouvrage, mais d'une forme quand même de spiritualité. Culture, transcendance. Ce sont les deux piliers qui se dégagent de l'esprit de résistance intérieure que prône Junger dans les falaises de marbre. D'ailleurs, vous noterez que cette expression, je crois aux forces de l'esprit, sera celle utilisée par un lecteur assidu de Junger, François Mitterrand, à l'approche de la mort. Alors, poétique, Dominique Vénère parle de beauté sibylline. L'écriture de Junger s'attache à la description donc de ces instants précieux à la marina, je l'ai dit, car menacés par tout ce qui monte et grouille dehors, ruines, dévastation, anarchie, pillage et meurtre barbare. Ce n'est pas la violence que dénonce Junger, il serait mal placé pour le faire, puisqu'une fois de plus il assume l'ensemble de ses ouvrages, dont les ouvrages de jeunesse et guerriers, c'est la cruauté et la barbarie. C'est pas la même chose que la violence, c'est une dégénérescence. Et il est vrai que voilà, les troupes du Grand Forestier en fait sont des écorcheurs, donc ça va assez loin. Et donc avec tout aussi la façon d'écrire de Junger, il y a toujours de la poésie, c'est à la fois très clinique et très poétique, et c'est ce qu'on retrouve dans les falaises de marbre pour ceux qui ont apprécié Orage d'acier, ces autres écrits guerriers. Alors certes, le désengagement du monde apparaît comme une possibilité, puisque l'histoire est un cycle sans cesse recommencé, et que la destruction fait partie de la nature de l'homme au risque du nihilisme. Alors je cite Junger dans les falaises de marbre, « Ainsi ne cesse de revenir, dans l'histoire humaine, des moments où elle menace de glisser au pur règne du démoniaque. » Alors parfois considéré comme pessimiste, l'ouvrage est en fait tragique. Faut pas se tromper de mot. Il parle de la destinée de l'homme. Il n'appelle pas au refus du monde, du réel ou du combat. Une fois de plus, le narrateur et son frère finalement vont au combat. Ils ne le refusent pas jusqu'au bout. Il appelle en revanche Junger à envisager les meilleures formes de survie face à l'adversité et à l'inéluctable. Donc il préconise pas la fuite. Si le narrateur et son frère rejoignent le pays d'Altaplana, c'est déjà une forme de recours aux forêts en fait qu'ils opèrent, de retour aux sources. Et la chute de l'ouvrage, tant pis pour le spoil, qui a donné lieu à beaucoup d'exégèses, je vous la donne parce qu'effectivement, je vous la lis puis je vous livre bonne analyse. Donc c'est vraiment la dernière phrase de l'ouvrage. Ils arrivent donc dans la nouvelle contrée. Alors nous franchîmes ces portes grandes ouvertes, comme on entre dans la paix de la maison paternelle. Il y a un côté un peu biblique même dans la façon d'écrire et le vocabulaire. Et une des hypothèses, évidemment, étant que tout simplement le narrateur meurt. C'est physiquement il meurt, donc il rejoint la maison paternelle, la maison du père. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse étant effectivement qu'il retrouve un cadre de vie conforme à sa vision du monde, à la civilisation et aux racines qui sont les siennes. Junger écrit aussi « Nulle maison n'est bâtie, nul plan n'est tracé, où la perte future ne soit la pierre de base, et ce n'est point dans nos œuvres que vit la part impérissable de nous-mêmes. » Ça aussi, ce sera une constante ensuite dans l'œuvre de Junger. C'est bien ce qui est intéressant dans les falaises de marbre, c'est qu'il amorce l'ensemble du reste de son œuvre. Alors c'est pour ça là cette citation est importante parce que on connaît l'expression de Philippe de Villiers, qui est venu dédicacer, si je ne m'abuse, ici, donc qui entend défendre à juste titre les murs porteurs de notre civilisation. Junger semble préférer Saint-Exupéry, sans doute par une sorte de fraternité d'armes un peu universelle. Et donc je cite Saint-Exupéry, « La citadelle se construit dans le cœur des hommes », ou encore, toujours dans Citadelle, « L'instinct essentiel est l'instinct de la permanence ». Donc on est bien dans le domaine le domaine de l'esprit, et non pas dans le domaine du matériel, dès lors qu'il s'agit d'envisager la résistance à ce qui nous lie. Dernière citation de cet ouvrage, qui compte beaucoup d'aphorismes stimulants, vous l'aurez compris. C'est dans les cœurs nobles que la souffrance du peuple trouve son écho le plus puissant.
L'Institut Iliade avait d'ailleurs retenu cette citation de Jünger pour manifester son soutien au mouvement des Gilets jaunes, qui, là aussi, toute chose égale par ailleurs, entendait résister à une dérive dictatoriale du régime. C'est pas, voilà, j'en profite pour saluer l'heureux clin d'œil de l'Institut Iliade dans ces circonstances. Alors, sur les falaises de marbre, hein, ce que nous dit finalement Jünger, et je vais conclure par là, c'est que toute civilisation est mortelle, et qu'il existe bien des voies, en paraphrasant Dominique Vénère, pour combattre ceux qui nous nient. Mais qu'il n'est qu'un seul moyen de salut, c'est de persévérer dans son être. Être à soi-même sa propre norme, par fidélité à une norme supérieure. Je cite encore Dominique Vénère. Bref, s'efforcer de rester libre, dans un monde qui ne l'est plus, en bâtissant des sanctuaires ou en gagnant des maquis qui résistent à la grande mise au pas, à la ruche planétaire, à la babélisation du monde. Barbarie, terreur, dictature restent toujours des possibilités, bien plus proches qu'on ne le croit. C'est pourquoi il faut toujours faire preuve de courage, ne pas s'abandonner à soi-même et au chaos, ce que font les personnages dans les falaises de marbre. Il faut donc faire preuve de courage et défendre la civilisation, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. En ce qui nous concerne, à l'Institut Iliade, c'est un combat pour la civilisation européenne. Merci.